et j'ai mis une partie de cette conférence dans mon livre. Hein. J'ai fait un livre sur les derniers jours de Benjamin, de Paris à Marseille, de Marseille à Port-Vendre, où il rencontre Lisa Fitco, la passeuse. Après, ils vont à Banyuls, où ils rencontrent le maire Vincent Azéma, qui leur indique le chemin. Et puis, j'ai essayé de traduire par le style, la poésie, la souffrance, le rythme de la marche, jusqu'au suicide à Port-Bou. Voilà. Donc, vous trouverez une partie de ma conférence. Bon. Donc, on a créé l'association Alter Benjamin Sans Frontières en 2015. J'ai créé le prix européen Benjamin aussi. C'est pour ça qu'il y a 3 lauréats et les livres des 3 lauréats là-bas. Et on continue. On continue à Banyuls grâce à la mairie qui nous aide et qui nous prête des locaux. Hein, voilà. Donc je vais commencer par cette phrase importante, citation de Benjamin, qu'on trouve dans le livre de son grand ami Scholem. Scholem, c'est le spécialiste de la Kabbale. Ça s'appelle Histoire d'une amitié. Donc ça, c'est un très beau livre que vous trouverez en livre de poche. J'ai rencontré 3 femmes différentes dans ma vie et 3 hommes différents en moi. Écrire l'histoire de ma vie présenterait la formation et la décomposition Benjamin a écrit ceci en 1931, la première fois qu'il pensait sérieusement sur cette idée. Cette idée rappelle Freud qui dit que le destin de chaque homme prend la forme des femmes qu'il aimait. En dépit de son extrême discrétion, il est connu qu'il y avait beaucoup de femmes dans la vie de Benjamin, mais il a juste aimé 3 femmes. C'est Dora Kellner, donc c'était son épouse, laquelle il a divorcé, Julia Kohn, une femme sculptrice qu'on verra tout à l'heure, et Assia Lassis, donc une moscovite qui avait un théâtre prolétarien et qui l'a rencontré à Capri. Donc ces amours sont une façon d'aborder son travail. Effectivement, on ne peut pas comprendre ces œuvres si on ne sait pas derrière qu'il y a un personnage ou une femme. Hein. Chacune de ces 3 femmes a marqué et influencé de manière décisive les idées de Benjamin. Donc je vais commencer par la famille. Donc voilà la tante Frédéric en 1880. Donc les femmes de l'enfance, la mère, les grands-mères, la grand-tante. Ce sont les premières expériences affectives. L'enfance de Benjamin, il naît à Berlin en 1892 dans une famille très aisée de commerçants juifs. Ses parents lui donnent 3 prénoms qui pourraient le protéger. Il n'en profitera pas. Le milieu dégage un sentiment immémorial de sécurité bourgeoise, dit-il. Donc il va passer son enfance dans le bonheur, l'adolescence aussi. Il ne travaillera pratiquement pas jusqu'à l'exil en 1933 à Paris. La chronique berlinoise, donc enfance berlinoise, ça c'est un des textes qu'il faut lire, mais difficile parce qu'il transforme ses souvenirs. Hein. Il y a un code, une poésie à saisir. Alors, cette chronique berlinoise est l'un des seuls textes où Benjamin parle explicitement de son enfance. Il y évoque l'appartement labyrinthique de sa grand-mère, dont la loggia constitue une vigie sur l'extérieur, position qu'il occupera toujours, celle du guetteur. Alors, la mère s'appelle Pauline. Je ne sais pas ce que je l'ai mise au moins. Ah, mais je me demande. Ah, je crois que j'ai oublié Pauline. Ça commence. Alors, Pauline, sa mère, de 13 ans, la cadette de son mari, vient aussi d'une famille juive de la région de Mecklembourg, en Poméranie. Avec son mari Émile, Benjamin
Émile Benjamin, né en 1856, est un homme d'affaires, un antiquaire, issu d'une famille de commerçants de Rhénanie. La famille s'installe à Berlin, entre le zoo et le Tiergarten, c'est-à-dire c'est le jardin, le très beau jardin qui se trouve au centre de Berlin. Là naissent les 3 enfants, Walter en 1892, Georges en 1895 et Dora en 1901. Donc je vais plutôt vous présenter les enfants, la famille, dans les portraits. Voilà. Voilà, Benjamin, enfant avec sa mère. Sa mère Dora Kellner, qui a épousé Polak, donc elle s'appela Dora Polak, et après Benjamin. Benjamin avec son frère, je ne sais pas si vous voyez bien là. Oui, c'est petit. Benjamin et son frère Georges. Alors voilà la famille. On reconnaît Benjamin au milieu, et je ne peux pas vous dire qui sont toutes les filles là. Hein. Il y a certainement sa sœur Dora et son frère Georges, mais les cousines, je ne sais pas exactement. Voilà la famille en 1896, avec le père Émile au milieu, Dora, Benjamin et Georges. Il manque troisième enfant. Encore une photo amusante de Benjamin au drapeau, donc lors d'un déguisement certainement. Il faut voir que Benjamin n'est pas aussi sérieux qu'on le croit, il aimait souvent se déguiser. Je vous présenterai une photo déguisé avec une amie. Et quand il a voulu prendre à Marseille le bateau pour New York, il n'avait pas de visa de sortie de France, donc il s'est déguisé en marin. Et bien sûr, il a été remarqué, il a été refoulé du bateau, il n'a pas pu s'embarquer. Adolescent, voilà adolescent. Toujours avec des habits de marin. Avec son frère Georges. Oh, en 1900. Donc là, en 1900, il a 8 ans, hein, Benjamin. Photo à Berlin. Et avec Dora. Donc avec Dora. Donc ça, c'est les 3. La famille, les 3 enfants à Berlin, un peu plus tard. Donc les parents résident dans un quartier protégé, élégant, qui s'étend du canal de la Réserve, si vous connaissez Berlin, au sud de ce jardin qui s'appelle le Tiergarten. C'est un peu le bois de Boulogne allemand. Hein, c'est très, oui, pas loin, il y a les ambassades. Donc Walter écoutait sa mère lui raconter des histoires d'ancêtres et d'anges. L'enfant qui déteste l'école, il casse et perd des objets, et sa mère le traite toujours de Monsieur Maladroit. Il est en effet le petit bossu, entre guillemets, tiré d'un livre de poésie populaire allemand. D'ailleurs, dans la France berlinoise, un chapitre sur le petit bossu. Ma mère me le laissait deviner sans le savoir, avec les compliments de Monsieur Maladroit, me disait-elle toujours, lorsque j'avais cassé ou laissé tomber quelque chose. Et je comprends maintenant ce dont elle parlait. Elle parlait du petit bossu qui m'avait regardé. Celui que le petit bossu regarde ne fait pas attention, ni à lui-même, ni même au petit bossu. Il se tient effondré, devant un monceau de débris. Le petit bossu était donc souvent là. Seulement, je ne l'ai jamais vu. C'était toujours lui seul qui me regardait. Et plus son regard était perçant, et moins je me voyais moi-même.
Hannah Arendt, donc la philosophe qui était sa cousine par alliance, puisqu'elle avait épousé le cousin de Benjamin, Hannah Arendt, qui était très proche de lui, a écrit dans un beau livre qui s'appelle Les vies politiques. Elle insiste sur cette figure à laquelle Walter va s'identifier. La mère voulait parler du petit bossu qui fait que les objets jouent leur mauvais tour aux enfants. Quand vous tombiez, c'était lui qui avait fait. La mort de sa mère en 1930 lui permet de s'émanciper définitivement du lien familial. C'est vrai qu'il était un peu prisonnier de la famille et aussi de la tradition juive, bien que la famille était très bien intégrée, ce n'étaient pas des juifs pratiquants, traditionnalistes. Donc le jeune Benjamin et son petit frère seront éduqués par des bonnes et des gouvernantes, tandis que leur mère les accompagne pour la cérémonie des courses, théâtre des premières flâneries dans la grande métropole. Walter se rend vite compte que derrière l'apparent confort procuré par l'argent paternel, sa mère souffre de cette position dégradante. C'est surtout perceptible à l'occasion des courses. Il écrit dans Chroniques berlinoises « Ce culte rendu à de faux dieux qui humiliaient ma mère », donc les courses. Donc je reviens à la tante et aux ancêtres. La famille compte diverses personnalités éminentes, notamment le mathématicien John Fliess et sa grand-tante Frédérique Joséphie, femme de lettres connue qui l'initie à la graphologie et modère les rapports de Benjamin et de son paternel. Très dépressive, elle se suicide en 1916. Donc Benjamin sera marqué par toute une série de suicides, sa grand-tante, et beaucoup plus amis, plus jeunes adolescents, par exemple, à Nice à la suite d'une déception amoureuse. Frédéric est la sœur cadette d'Émile, le père, est une femme qui a beaucoup compté dans son enfance. Donc il en parle dans Enfance berlinoise. Sa grand-mère maternelle, je crois que je n'ai pas trouvé les grands-mères. Sa grand-mère maternelle s'appelle Hedwig Schonfliess. Elle avait une fortune conséquente. Est une femme résolument entreprenante dont je crois avoir hérité deux choses. Le plaisir que j'ai à offrir et mon goût des voyages. Il écrit ça en évoquant l'appartement du numéro 12 rue Blumenstock, non loin de l'autre grand-mère paternelle qui s'appelait Brunella Benjamin. C'est ainsi que la rue devient pour moi les Champs-Élysées, le royaume des ombres, des grands-mères éternelles. Pourtant éternelle et pourtant disparue, car la mort mystérieusement régnait sur cet enfant qui protégé. Donc il est déjà marqué par ce fait féminin. Il dit d'ailleurs aussi que les signe du Saturne, le signe de la mélancolie, doivent retrouver ce thème fortement. Il doit à cette grand-mère sa collection de cartes postales. Elle était une grande donatrice de sa collection et était sans cesse enrichie par les cartes que sa grand-mère lui envoyait à l'occasion des grands voyages qu'elle entreprenait. Helmut Haeckel, qui est un des universitaires dans le livre là-bas, qui a eu le prix de Benjamin, écrit à ce propos « Benjamin passera sa vie à écrire le monde en cartes postales, à moins que sa vie ne cesse de s'acheter dans les cartes postales du monde. C'est grâce à elle que Walter garde le souvenir sportif de sa première équipe, Hélène, d'organiser un enseignement particulier pour enfants de la haute
dans le camp de Gurs, près de Pau. De même qu'Anna Arendt d'ailleurs. Quand Benjamin ira à Marseille et de prendre ce bateau, il s'arrêtera à Lourdes et il pourra parler à Dora et à Anna Arendt qui arriveront à s'échapper. Relâchée du camp de concentration français des Pyrénées-Atlantiques, elle se trouve à Lourdes dans un état de santé précaire. Atteinte de la maladie du sorte d'arthrose, elle mourra à l'université. Hein? Deuxième partie, ce sont les femmes de l'adolescence. Dans l'enfance berlinoise, il y a un récit qui s'appelle Éveil au sexe, qui se déroule durant le Nouvel An juif. Benjamin doit assister à la cérémonie religieuse d'une communauté réformée, proche de la pensée de sa mère. En effet, le père appartient à une communauté orthodoxe. Walter s'égare dans la ville et se met à errer. Donc il ne veut pas aller à cette cérémonie et inconsciemment, il va se perdre dans la ville. Il prend conscience soudain qu'il se trouve dans un quartier de prostituées. Il trouve là le premier grand sentiment de plaisir, écrit-il. Il fait l'éloge de la prostitution en profanant le jour de fête et il dit « on peut prendre dans son lit les livres et les putains ». Il échappe ainsi à l'autorité de la mère et à son milieu social et religieux, car il est incapable de suivre les rites et les fêtes traditionnelles. Pour lui, cela fait l'effet d'une comédie impie. C'est une citation. Le premier voyage parisien, il est attiré par Paris, la culture, etc. Puis il traduira des grands auteurs comme Baudelaire, Proust. Et il parlait très bien le français. Donc le premier voyage parisien restera le théâtre de sa première expérience sexuelle avec une femme rencontrée dans la rue, expérience qui contribuera à charger sa mythologie personnelle de la ville lumière. Dans son journal sur le voyage de l'été 1911, il exprime l'appel de la ville et de la flânerie. Il décrit la ville portuaire de Lausanne avec ses cités de pauvres. À jeunesse, il vole au temps familial une promenade nocturne en solitaire à travers les rues de la ville. Luttant contre la montre, il ne peut résister à l'appel de la ville obscure et à ses connotations sexuelles, que ce soit Paris, Genève, Lausanne. Il écrit « Je marche maintenant très vite, comme je le fais toujours dans une ville étrangère. La flânerie urbaine transforme le sage passant en rêveur diabolique. » Il écrit « Je rentre à l'hôtel, je me réveille en nage. Quelques rues seulement, et c'est comme si j'avais pris la ville en rêve. » Cette formulation exprime bien la dimension sexuelle souterraine que Walter a toujours captée dans les villes de ses errances. Il confie à son journal les délicates images de deux jeunes filles d'hier. Donc souvent il y a des femmes ou des jeunes filles qui passent dans ses écrits, mais tout reste assez vague. Alors maintenant, après les amours adolescentes, nous avons le mariage. D'abord, il y aura le mariage avec Dora, mais d'abord... Qu'est-ce que j'ai mis ? Voilà, Dora l'épouse en 1930. Hein ? Pas encore. Donc les amours d'adolescence avant le mariage, en septembre 1913 à Berlin, il s'inscrit à l'université avec son ami de jeunesse, Fritz Heinle. Il va tomber amoureux de son amie, Carla Sellingsson, dont la sœur Rika est fiancée à Fritz.
Ce sont ces deux jeunes gens qui se suicideront au gaz le 8 juillet 1914. Après cet amour platonique, il devient amoureux de Grete Rath, sœur de Fritz, futur chimiste réputé, qui épousera une autre fiancée de Benjamin, qui s'appelle Jula Kohn. Donc ça, c'est un personnage important, une de ses trois grands amours. Jula, une amie d'enfance qui deviendra sa muse. Elle est la dédicataire de l'essai sur les affinités électives de Goethe. Donc là, on peut lire une introduction à Jula. Oui, avant le mariage, oui. La lettre. Chère Jula, cela a été une grande joie de recevoir ta lettre. Elle est justement arrivée le jour de mon anniversaire et c'était ainsi encore plus beau que si tu y avais pensé. Car il s'est trouvé que mon inconscient s'est fait, en mon honneur, le complice de l'Union postale internationale. Mais je me suis aussi réjouie des nouvelles te concernant. Car, par les temps qui courent, prendre racine comme vous le faites dans le sol sablonneux de Brandebourg est méritoire, même s'il ne serait pas donné à tout le monde de vous imiter. Si tu pouvais regarder par-dessus mon épaule, pendant que je écris ceci, tu pourrais voir sur ce papier parisien qui, à ma faveur, depuis des années, jouer les ombres d'aiguilles de pin que tu ne pourrais distinguer de celles de Brandebourg. Et si tu regardais droit devant toi, tu ne verrais pas la mer, même si elle n'est qu'à 3 minutes de mon refuge estival. Car tel est l'endroit où je me suis de nouveau installée avec ma chaise longue. Depuis qu'il m'a été possible, après un début peu réussi sur le flanc opposé et bâti de la baie, de regagner celui presque dépourvu de construction de l'an dernier. Jusque-là, j'ai mené une existence instable, partagée entre les conditions de travail peu satisfaisantes de San Antonio et les distractions parfois remarquables d'Ibiza. Mais un déplacement de travail indispensable à Palma a marqué mon séjour d'une césure. Cette année, j'ai fait plus ample connaissance de Majorque, lors de promenades ou d'excursions en automobile. Malgré la beauté de cette île, ce que j'en ai vu m'a pourtant renforcé dans ma prédilection pour Ibiza, dont les paysages sont incomparablement plus secrets et mystérieux. Un paysage dont les fenêtres dépourvues de vitres de ma chambre encadrent des vues somptueuses. Donc il retrouvera Jula plus tard à Berlin et à Ibiza où il passera 2 étés. Donc ça c'est Jula en 1916. Et elle a fait le buste, la sculpture, le buste de Benjamin de profil. Mais bon, pour l'instant ça ne marche pas. Donc en juillet 14, à 22 ans, il part en vacances avec Grete, la sœur de son ami, et il se fiance. Réformé, il retrouvera Jula à Munich en septembre 1915. Bon, la relation est très difficile, il appelle ma femme, il offre le bague, mais c'est un malentendu. On se sépare. Donc, à ce moment-là, en 1916, Benjamin se rapproche de Dora Polak, qui est Kellner, qu'il a connue à l'époque du mouvement pour la vie. Grâce à un peu oui. Elle est pourtant mariée à un journaliste qui vit à Munich. Donc, on vient à Dora. Elle vient à Munich, elle rejoint Benjamin à Berlin et devient sa contrainte. En exil à Londres. Et Dora, qui était en exil en Italie, à la frontière, rejoindra son fils Stéphane en Angleterre.
création, mariage Voilà, maintenant je vais passer au chapitre sur les femmes idéalisées. On a déjà parlé de Jula Thom, qui est née à Berlin en 1854. Du roman de Goethe, auquel Benjamin consacra un magnifique essai en novembre 1921. Voilà, cette sculptrice vécut de 1916 à 1922 à Heidelberg, où elle fréquentait le cercle du poète Stefan George. Ça c'est important, c'est un mouvement romantique de poésie allemande. Donc une femme qu'il appelle la femme au centre du destin, est désormais mariée avec son ami d'enfance, Félix Strass. Ce qui n'empêche pas d'écrire à Jula depuis la Côte d'Azur: je pense beaucoup à toi ici et surtout, j'aimerais te voir souvent dans ma chambre. À Nice, à l'hôtel du Petit Parc, désespéré par la montée du nazisme et sa pauvreté extrême, il pense au suicide et rédige son testament. Il écrit à Jula depuis sa chambre, définie comme la modeste mais rassurante salle d'attente où j'attends que le grand médecin m'invite à entrer dans le cabinet du néant. Donc il parle toujours de façon allégorique, de Dieu, de la vie après la mort, etc. Il écrit à Jula: tu sais qu'un jour je t'ai beaucoup aimé, et même au moment où je suis sur le point de mourir, ma vie ne comporte pas de dons plus précieux que ceux que lui ont conférés les instants où j'ai souffert pour toi. En fin de compte, il ne se suicide pas. En effet, il dit: le suicide ne vaut pas la peine qu'il donne. Dans le même temps, son épouse avait une liaison avec Ernst Schoen, un ami du couple. Aucun de ces nouveaux projets de mariage ne s'est pourtant réalisé,
Et ainsi, écrit Scholem, s'était créée une situation qui reproduisait celle du livre de Goethe. En effet, comme je l'ai déjà dit plus haut, Walther dédia son essai à Julas. Les lettres échangées en 1933 et 1934 évoquent l'atmosphère d'une époque désormais révolue avec la montée du nazisme et montrent l'influence intellectuelle exercée par Stéphane Georges sur toute une génération. Une autre femme idéalisée, ce sera Olga Parem, qu'on appelle Ola. Donc je ne l'ai que représentée dans un tableau. Olga, on va lire un passage sur Olga Parem. Voilà le tableau qui la représente. Elle l'accompagne à Ibiza durant les séjours de 1932 et 1933. Donc Benjamin connaissait un peu la région, puisqu'il est passé, il a pris le bateau à Barcelone et il est allé à Majorque et à Ibiza. À Ibiza, il écrira des souvenirs d'amour d'un intellectuel en déroute. D'origine germano-russe, Olga représente à la fois Jula l'allemande et Assia la russe, qu'on verra tout à l'heure. C'est une femme attrayante, magnétique, qui a beaucoup aimé Walther. Dans les écrits d'Ibiza, donc là, il y a un livre intéressant, c'est l'anthologie de tous les textes qu'il a écrits à Ibiza. C'est éditeur Rive-Neuve, c'est par Pierre Bayard. Dans ses écrits d'Ibiza, comme Soir de départ ou Expérience et pauvreté, il idéalise et métamorphose cette relation impossible. Les dernières semaines du séjour à Ibiza sont ternies par l'histoire d'amour malheureuse avec cette germano-russe rencontrée à Berlin en 1928. À San Antonio, ou San Antoni en catalan, ils font des promenades en bateau, mais ces belles journées finissent quand Walther demande à Olga de l'épouser. Il quitte l'île le 17 juillet 1932, passe par Majorque et rentre à Berlin après s'être arrêté quelques mois en Italie, près de Pise, où il réécrit En France berlinoise. Donc on lit un extrait sur Olga Parem, qu'on appelle Ola. Alors, nous trouvons près de lui deux femmes, Olga Parem et Todd Tenkate, dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'elles furent pour lui l'objet de passions impossibles. On pourrait dire comme toutes celles qui les avaient précédées. Dévoilée par Gershom Scholem dans son mémoire biographique, la relation avec Olga Parem présente ce parfum idéalisé qu'on peine à imaginer pour un intellectuel en déroute. Et pourtant, au cours de ses promenades en mer avec Frasquito, un pêcheur majorquin, Benjamin rêve encore de son passé. Peut-être retrouve-t-il chez Olga la fantaisie d'Assia Lassi, rencontrée à Capri en 1924, et elle aussi idéalisée dans son rôle de rédemptrice communiste d'une histoire dévastée. Comme à Assia, très rapidement, Benjamin propose à Olga de l'épouser, ce qu'elle refusera. Un refus qui pourrait avoir été l'occasion d'un premier projet de suicide, d'une première fissure. Comme avec Assia encore, à qui il va dédier Sens unique. Sens unique, c'est un texte un peu surréaliste, d'inspiration surréaliste. Donc avec Olga, il retrouve la fantaisie d'Assia Lassi, on va en parler, rencontrée à Capri en 1924. Olga est une des figures de l'ange féminin, dont le personnage de l'ange est très important, c'est Benjamin. Elle a été conquise par le charme du philosophe. Scholem dresse son portrait dans Histoire d'une amitié. Son rire était magique. Lorsqu'il riait, tout un univers se découvrait. Dans cette passion utopique,
la femme incarne une sorte de rédemption dans la débâcle de l'histoire. Il lui propose de l'épouser, elle refuse. Vient alors l'idée de suicide, comme on l'a dit. Donc, il y a encore deux personnages féminins énigmatiques rencontrés à Ibiza. Une qui s'appelle Blowpot, mais je n'ai pas trouvé de photo. On trouve les deux textes dans ce livre. Et Tuet Denkate en 1933, dont on parle ici. Mais voilà. Donc on en vient maintenant à un personnage important, Assia Lassis, la Russe, originaire, née en 1891, morte en 1979. Elle a d'ailleurs écrit un livre, elle donne profession révolutionnaire, elle donne son point de vue sur ses rencontres avec Benjamin, ce qui est très intéressant. Donc elle est originaire de Riga en Lettonie. Elle fut l'une des trois femmes qui intellectuellement et sentimentalement comptèrent le plus dans sa vie. Il écrit, bon, la phrase que je vous ai lue au début, j'ai connu trois femmes différentes au cours de ma vie, et donc il a eu l'impression d'être trois hommes différents chaque fois. Donc ces femmes, l'intérêt de parler de ces femmes, c'est qu'elles l'ont enrichi et qu'elles y ont apporté une expérience de la vie qui s'est traduite en une expérience intellectuelle et écrite. Assia est une actrice qui dirige un théâtre populaire et c'est une militante communiste. Cette femme révolutionnaire se qualifiait d'athée militante. Animatrice d'un théâtre prolétarien pour enfants, amie du metteur en scène Meyerhold, de Brecht et de Piscator. Donc elle a fait connaître Brecht à Benjamin, et Benjamin est parti souvent en exil au Danemark où se trouvait Brecht, en exil aussi. Et de Piscator, compagne du metteur en scène allemand Bernhard Reich, établi à l'URSS. Assia joua à partir de 1924, année de leur rencontre à Capri, un rôle important dans l'attrait de Benjamin pour le communisme radical. Donc il a failli adhérer au Parti communiste, mais après son séjour à Moscou, il a écrit le journal de Moscou, il a vu que déjà la bureaucratie s'installait, que ça n'allait pas, et il a écrit un livre qui est assez dur, c'est une sorte de retour du RSS qui fait penser à Gide. Donc c'est l'échec à Moscou, mais il se retrouvait ensuite à Francfort et encore à Metz. C'est la fille qui lui présenta Brecht, donc elle fut l'assistante à Munich. Walter, de son côté, lui fit notamment rencontrer Krakauer, notre philosophe et critique, ou encore Joseph Roth, l'écrivain Joseph Roth. C'est seulement à son retour des camps soviétiques en 1948, donc elle communiste, a vécu l'expérience des camps, qu'Assia a appris par Brecht le suicide de Benjamin. Dans ses mémoires Profession révolutionnaire, elle livre de nombreux souvenirs sur la personnalité de Walter. Et donc c'est le texte de Capri, puisqu'elle rencontre Benjamin de façon fortuite à Capri. Donc on va lire ce passage important où Assia raconte de son point de vue cette rencontre amoureuse. Voilà. Un jour, dans une boutique, je voulais des amandes. Je ne connaissais pas le mot en italien et le marchand ne comprenait pas ce que j'attendais de lui. À côté de moi, il y avait un homme qui me dit « Puis-je vous aider, chère madame ?»« Mais comment donc ?» répondis-je. J'obtins donc les amandes et repartis sur la piazza avec mes paquets. Le monsieur me suivit et demanda « Puis-je venir avec vous et porter vos paquets ?» Je le regardai. Il continua. « Permettez que je me présente. Docteur Walter Benjamin. » Je déclinai mon nom.
Ma première impression, des verres de lunettes éclairant comme de petits projecteurs, une épaisse chevelure sombre, le nez mince, les mains maladroites. Les paquets lui tombaient des doigts. Au total, un intellectuel rangé, un de ces nantis. Il m'accompagna jusque chez moi, prit congé, demandant encore si je l'autorisais à me rendre visite. Alors que nous mangions les spaghettis, il déclara « Voilà déjà 2 semaines que je vous observe, traversant la place avec vos habits blancs, avec Daga, qui était sa fille, je crois, ouais. qui a de si longues jambes. Vous ne marchez pas, vous velottez. » Une conversation animée se développa. J'évoquai mon théâtre d'enfant à Orel, mon travail à Riga et à Moscou. Il s'enflamma aussitôt pour un théâtre d'enfants prolétariens, de même que pour Moscou. Il me fallut lui parler en détail non seulement du théâtre moscovite, mais aussi des nouvelles mœurs socialistes, des nouveaux écrivains et poètes. Il se revancha en me parlant de la littérature française moderne, d'André Gide et de son roman « Les faux monnayeurs », de Marcel Proust, qu'il trouvait tout à fait inouï, et dont, à livre ouvert, il me traduisit certaines descriptions de plusieurs pages. À Berlin, plus tard, il devait me donner à lire le roman inachevé de Kafka, L'Amérique. Kafka produisit sur moi une certaine impression, et je me suis procuré ensuite le château et le procès. Il m'apporta encore les anecdotes et petits écrits de Heinrich von Kleck, qui l'enthousiasmaient beaucoup. Un de ses écrivains favoris était Jean-Paul. Benjamin menait à Capri une vie peu régulière. Souvent, il ne mangeait rien à midi, une tablette de chocolat tout au plus. Une fois, il arriva tout joyeux en disant « J'ai enfin trouvé à louer un merveilleux logis, venez voir ». À mon étonnement, ce logis ressemblait à une grotte dans une jungle de grappes de raisin et d'aubépines. Donc, Assia, plus âgée, dans cette photo, quand il réunit en 1928 des textes pour le recueil Sens unique, il dédie donc à Assia le texte le plus avant-gardiste de la littérature allemande des années 1920. C'est un livre composé de montages photographiques avec des aphorismes, des rêves, des placards publicitaires et avec une typographie tout à fait nouvelle et insolite. Ils se retrouveront donc à Berlin. Elle appréciera avec lui les promenades à Berlin, les soirées chez lui à Grunewald, une échappée à Hambourg, les dîners dans les restaurants élégants à Berlin ou les manifestations de la Ligue des écrivains prolétariens. À Moscou, Walter est déçu. Il écrit « Assia n'avait pas l'air belle, sauvage, sous une casquette de fourrure russe, le visage un peu élargi par l'alitement prolongé, puisqu'elle est dans une maison de santé, dans un sanatorium. Donc chaque jour, de 4 à 7, il se retrouve dans sa chambre, dans cette maison de santé rue Gorki, mais en présence toujours du dramaturge berlinois Bernhard Reich, compagnon d'Assia. Donc c'est un étrange trio, et il dit que c'est une femme complexe, tourmentée qu'il découvre, et il la compare à Moscou. Il est devant une forteresse presque imprenable. Il ne comprend pas Moscou et il ne comprend pas Assia, qu'il ne peut pas approcher en fait. Cette histoire d'amour est utopique. Assia joue de sa dépression et les scènes de jalousie et les conflits se succèdent. Il quitte Moscou le 1er février 1927. Pourtant, ils vont se retrouver en novembre 25. Il repart à Riga rendre une visite impromptue à Assia, qui dirige un théâtre. Donc là, comme elle ne s'attendait pas à sa venue, elle n'a pris
elle n'apprécie pas trop. Hein. Elle note dans son journal, il aimait à surprendre, mais cette fois, sa surprise ne me plut point. Il venait d'une autre planète, je n'avais plus de temps à lui consacrer. Pourtant, ils ont beaucoup voyagé ensemble, en Italie surtout, et l'essai sur Naples que Benjamin écrivait est signé également par Assia. Voilà, ils ne se reverront plus, mais ils échangeront encore des lettres entre 1934 et 1937. Elle l'exhorte à adhérer au Parti communiste, mais il l'accompagnera à des manifestations, il refuse, mais il l'accompagnera quand même à des manifestations de la Ligue des écrivains prolétariens. Son charme d'Assia se compose d'outrance, de séduction, d'agressivité. En 1933, il écrit à Scholem, son ami Scholem, « Le Troisième Reich est un train qui ne démarre pas avant que tout le monde y soit monté. » Bon, pour Benjamin, elle représente de façon idéale la femme rédemptrice qui croit à l'idéal communiste dans une histoire dévastée. Elle contribuera de façon décisive à la conversion de Benjamin au matérialisme et aux idées révolutionnaires à partir de 1924. Oui, il va écrire surtout comme texte marxiste son dernier livre, les thèses sur l'histoire, qu'il n'arrêtera pas de corriger. Donc il y aura plusieurs versions, et on a même dit qu'il y avait une version dans la valise qu'il portait à Banyuls et à Portbou, mais qu'on n'a jamais retrouvée. Dans d'autres textes, comme le texte sur Baudelaire, aussi on retrouve cette inspiration marxiste. On arrive maintenant à un troisième personnage important, Gretel Adorno, la femme du philosophe Adorno. Je vous ai parlé de cette correspondance très importante qui était née Margaret Karplus. Elle est née à Berlin en 1902. Elle est morte en 1993. Elle obtient un doctorat de chimie en 1925. Donc je vais vous montrer Gretel Adorno. Walter fit sa connaissance à la fin des années 1920. Il surnomma Felicitas, cet ami intime qui ne cessa de le soutenir de façon psychologique et également sur le plan financier, parce qu'elle sera exilée avec son mari Adorno à New York et elle lui enverra des livres et de l'argent. Ils sont tous les deux berlinois et ont passé leur enfance dans le quartier bourgeois du Tiergarten, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont 10 ans de différence, ne se sont jamais rencontrés quand ils étaient enfants dans les allées du célèbre parc, mais seulement au milieu des années 1920. Gretel est devenue une belle, élégante jeune femme. Walter lui trouve un faux air de Catherine Hepburn. Voilà une autre photo de Gretel. Alors Gretel, elle est à droite. À gauche, c'est Dora. Alors depuis New York, par ses descriptions de la ville et des gens, elle cherchera à attirer Benjamin en Amérique. En effet, il ne s'est jamais résolu à partir. Il travaillait à Paris de 1933 à 1940. Il est à Paris, il travaille à la Bibliothèque nationale, il rédige les passages parisiens. D'un côté, il y a Scholem qui lui dit de venir en Palestine. Il trouverait un poste à l'université. De notre côté, à New York, il y a Adorno et Horkheimer qui dirigent l'Institut de Francfort qui lui disent de venir. Et
Gretel, donc, l'invite à venir à New York. Elle lui écrit en avril 1939 « J'aimerais pouvoir me promener avec toi en bas de l'Hudson et discuter à bâton rompu dans le calme. » Donc il ne se décidera jamais. Et en 1940, il prendra le dernier train, quand Hitler sera à Paris, il prendra le dernier train pour Marseille. Et donc là, c'est trop tard. Avec le régime de Vichy, il ne peut pas obtenir un visa de sortie de France. En 1937, Gretel épousera Théodore Adorno, avec lequel elle s'installa à New York l'année suivante. Ses contacts avec Benjamin se limitèrent dès lors à une correspondance intensive, notamment au sujet des travaux de ce dernier. Benjamin écrivit sa dernière lettre à Gretel Adorno depuis Lourdes, où il avait fui en juin 1940. Là, une phrase qui est assez tragique. Il dit « Il est possible, même probable, que nous ne disposons que d'un temps limité. » Donc c'est à quelques semaines de sa mort qu'il écrit ça à Lourdes. Il entretient avec l'épouse d'Adorno une correspondance à la fois amicale et amoureuse, remplie de désir et d'intimité. C'est vrai qu'Adorno était aussi homosexuel, il avait une liaison avec, une grande correspondance avec le critique Krakauer, et donc Gretel était un peu délaissée. Donc cette femme est un autre amour idéalisé à qui il demandera sans cesse de l'aide dans son exil. C'est un lien d'amour absolu, et d'autant plus absolu qu'il est épistolaire. C'est vrai, ça reste là aussi un amour idéalisé, utopique. On va terminer avec un texte sur Gretel. Non, il n'y a pas de texte sur Gretel. Gretel Adorno, oui, j'aurais beaucoup de choses à lire, mais on ne peut pas tout... On va passer à Hannah Arendt. Alors Hannah Arendt, qu'on connaît parce qu'elle a fait ses études à Heidelberg, elle a eu une liaison importante avec Heidegger, le philosophe Heidegger, qui avait pris sa carte du parti nazi, et grâce à ça, il est devenu recteur de l'université d'Heidelberg. Donc, est-ce qu'elle s'est compromise? On ne sait pas. On connaît une universitaire, Emmanuel Faye, qui a écrit un grand livre sur Hannah Arendt et qui dit que dans son style et dans ses idées, elle imite un peu Heidegger. Le plus fort, c'est qu'elle le retrouve après la guerre. Hein. Elle le retrouve en Allemagne, elle revient en Allemagne, elle retrouvera Heidegger, malgré tout ce qu'on sait de lui et de tous les écrits horribles, les cahiers noirs qu'il a écrits. Hein. Voilà, Hannah Arendt en 1936, c'est sa carte d'universitaire de philosophie à Heidelberg. Elle habitait à Paris, aussi à son adresse à Paris, 11e. Donc, Hannah Arendt est née en 1906 et morte en 1975 à New York. La philosophe est une grande amie féminine de Benjamin. Il fit sa connaissance à Berlin. C'est pourtant à Paris, en exil, qu'elle intégra son cercle d'amis proches. Elle était alors l'épouse de Gunther Stern, cousin de Benjamin. En février 1939, Walter recommanda à Scholem le livre d'Arendt sur Rahel Varnhagen. L'ouvrage lui avait fait grande impression, car il nageait d'une brasse vigoureuse contre le courant édifiant et apologétique des études juives. C'est une citation. Hannah Arendt s'employait à faire libérer son ami du camp où il était interné. Effectivement, en 1940, il est à Paris, Benjamin est à Paris, il sera interné d'abord au stade de Colombes. Il sera libéré grâce à des amis, un diplomate, il y a Giraudoux qui l'a aidé par exemple.
il sera interné ensuite au camp de Vernuche à Nevers, où il retrouvera le mari de Lisa Fitko, qui sera la passeuse de Banyuls à Portbou. Donc Arendt s'employa à le faire libérer du camp où il était interné à Colombes. Benjamin lui envoya une première version de ses thèses sur le concept d'histoire. Ce fut elle qui transmit à Cholem, avec un retard de 4 semaines, la nouvelle de la mort de leur ami commun. Elle écrit « Les Juifs meurent en Europe et on les enfouit comme des chiens. » En effet, elle vient ici, en fin 40, elle va à Portbou, essayer de trouver la tombe de Benjamin. Mais là, c'est une longue histoire, je ne peux pas raconter aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc, à Portbou, on pense qu'il n'est pas juif, qu'il est catholique. On le met dans le cimetière catholique de Portbou, qui est en bas. Et en haut, c'était les juifs et les francs-maçons. Et on met dans une niche. Et avec l'argent qu'il avait dans sa valise, on paie une niche pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, personne n'est venu réclamer son corps ou payer pour la niche. Et on le met dans la fosse commune. C'est pour ça qu'au cimetière de Portbou, vous avez une plaque commémorative qui se trouve sur la fosse commune. Il paraît qu'il y en avait 2 à Portbou. Et donc elle vient au cimetière marin de Portbou et elle dit « Je ne trouve pas son nom, puisqu'il n'y a pas de nom. » On met des numéros sur les niches. Et elle dit quand même que c'est le plus beau lieu du monde. Elle dit une phrase très belle sur le cimetière marin de Portbou. C'est un des lieux qui l'a le plus impressionné. Bon, c'est la seule qui viendra à Portbou et essayer de trouver son corps. Donc, dans son exil à Marseille en 1940, Benjamin donnera une copie de son manuscrit sur les thèses de l'histoire à sa cousine par alliance, qui parviendra à rejoindre les États-Unis après un long transit par Lisbonne. Et effectivement, tous les amis de Benjamin, qui étaient avec lui à Portbou ou ensuite, ont pu passer. Alors qu'il y avait une rencontre entre Hitler et Franco, disant que tous les exilés, tous les opposants allemands, tous les juifs devaient être reconduits en France et puis en Allemagne dans les camps de concentration. Et Benjamin a été le seul, donc Hannah Arendt dit qu'il n'a pas eu de chance encore, c'est le maladroit. Ce jour-là, le 26 septembre 1940, il meurt, par hasard, par malchance, et le lendemain, les amis qui l'accompagnaient pourront partir par l'Espagne et s'embarquer à Lisbonne pour New York. Bon, donc, on peut dire que les femmes eurent donc une grosse influence sur l'œuvre de Benjamin. Les femmes de sa famille, les grands-mères et les tantes, pour les thèmes récurrents de son œuvre, les collections, les cartes postales, les éditions rares, puisqu'il collectionnait les livres rares, et puis aussi les lieux insolites et les labyrinthes. Bon, les prostituées aussi sont importantes, comme je l'ai dit, parce que ce sont des anonymes, et une phrase importante de Benjamin sur les anonymes, il voulait rester anonyme parmi les anonymes, il voulait plutôt défendre le point de vue des vaincus de l'histoire, surtout les gens de la commune, plutôt que les vainqueurs. On parle toujours dans l'histoire, dans le récit national des vainqueurs, des généraux, des présidents, mais on ne parle que très rarement des anonymes, des gens qui ont construit les pyramides ou les cathédrales. On n'en parle pas. Donc, c'est ça sa philosophie de l'histoire, défendre les anonymes et montrer que dans la culture, il y a pas mal de barbarie. C'est la phrase que vous trouverez au cimetière marin de Portbou. Donc, comme dire, en conclusion, ces femmes, ce n'est pas là un exposé people sur la vie privée de Benjamin.
on peut dire que ces femmes, c'est d'abord des femmes qui sont des passions amoureuses très fortes qui l'ont aidé à vivre et qui pourtant souvent ont été des déceptions aussi, qui l'ont poussé au suicide. Ces femmes sont des refuges, elles l'ont aidé. Son ex-femme l'a hébergée, Dora l'a hébergée. Bon. Ensuite, elles ont une influence politique, comme Assia, parce que au départ, Benjamin était plutôt influencé par le romantisme allemand, ensuite par le surréalisme français. Il a écrit des textes sur le paysan. Il a été influencé par le paysan de Paris d'Aragon et tous les surréalistes. Et puis il est influencé par aussi quand même la tradition juive, le messianisme juif. Donc tout ça se mélange, romantisme, surréalisme, messianisme juif. Il était plutôt, on le verrait plutôt libertaire. En tout cas, c'est un marxiste qui n'est pas orthodoxe, puisqu'il a condamné très vite, quand il a vu le pacte germano-soviétique, juste quelques semaines avant sa mort, là il a été complètement déçu par le communisme. Il avait été déçu déjà par la République de Weimar, qui a échoué. Il a été déçu par le Front populaire en France, qui lui aussi a échoué et qui n'a pas réussi à arrêter la guerre et la montée du nazisme. Donc ces femmes lui ont apporté une conscience politique, je pense, une aide psychologique, une aide financière, comme Gretel Adorno, et ce sont des rôles de messagères, des rôles de personnages fictifs un peu dans son œuvre, des personnages d'anges qui ont essayé de le sauver, mais il a eu un destin tragique, et il est mort très jeune en 1948. Il est mort à la fois parce qu'il était il était malade, il était déjà à bout quand il arrive à Port-Bou, mais c'est le contexte surtout politique et historique qui le tue, puisqu'il est chassé d'Allemagne par le nazisme, chassé de Paris par l'arrivée d'Hitler. En France, c'est Vichy et Pétain, et en Espagne, c'est le franquisme. Donc il y a une conjonction de trois régimes politiques qui font que l'issue ne peut être que fatale ou tragique. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, encore. Ouais.